Bonsoir à toutes et à tous. Mes excuses à toutes celles et ceux qui sont vers là-bas. C'est un peu étrange pour moi d'être ici. Vous êtes bien moins nombreux, mais je serai avec vous. Et là-bas, vous êtes un petit peu loin, mais voilà. Je vais essayer de partager mon attention entre vous tous dans cette salle. Alors je vous invite, ça passe tout seul. On fait comment pour revenir en arrière avec cette merveilleuse machine? Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout ça, parce qu'il pourrait le contrôler pour moi? Et donc je ferai signe de passer. Je crois que ça va être plus simple. Donc, voilà, je vous invite à venir vous promener, vous asseoir dans cette pièce avec moi. Et donc pour y arriver, il faut passer au moins une dizaine de portes blindées qui sont extrêmement épaisses. On passe dans des très longs couloirs où il y a étonnamment un silence étonnant qui fait que le moindre des sons prend une amplitude extrême. Et donc, vous l'avez remarqué certainement, c'est une prison. Et c'est une prison où les personnes qui sont assises là avec moi sont là pour des peines très lourdes, prison à vie, en tout cas c'est la peine qu'elles ont reçue, même si elles sortiront un jour, ou pour des peines vraiment de très nombreuses années. Alors, vous pouvez vous demander peut-être, et Yves en tout cas, pourquoi je vous montre ça? Au fond, quel est le lien entre le dirigeant à l'ère du digital et des personnes qui ont commis des actes qui les ont amenés derrière les barreaux à être enfermés? Et en réalité, mon idée, et on va voir si vous me suivez là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup plus de points communs entre ces personnes et moi, et vous, que ce qu'on peut imaginer. Alors la première chose peut-être, et là on peut passer au slide suivant, si quelqu'un le contrôle ou si c'est moi. Oui, magnifique. La première chose, c'est que ces personnes-là, ce sont des hommes et des femmes. Alors là, c'était une prison d'hommes qui, dans un environnement parfois difficile, avec beaucoup de tempêtes, des émotions compliquées, une vie souvent compliquée, ont un jour été pris par des émotions compliquées, difficiles, et ont commis des actes. Et ces actes, que bien souvent ils regrettent, les ont amenés en prison. Et la question à laquelle que je me suis posée, moi, c'est qui parmi vous et moi n'a pas déjà fait quelque chose qu'il a regretté? Peut-être pas vous, mais en tout cas, moi, très clairement, je l'ai fait. Et qui, parmi vous et moi, n'a pas déjà un jour ne pas avoir fait quelque chose? C'est-à-dire que vous regrettez de ne pas avoir fait quelque chose. C'est peut-être d'aller vers quelqu'un. C'est une chose qui aurait été juste de faire. Qui, parmi vous, à qui ça n'est pas arrivé? Très certainement. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que la plupart de nous, les êtres humains, lorsque le monde devient difficile, lorsque la vie s'agite, lorsque nous vivons des émotions compliquées, parfois dues à l'environnement, et je pense que le leader ou la leader à l'ère du digital, c'est un homme, une femme dans un monde où tout s'accélère, où les changements sont de plus en plus rapides, où il y a une pression de plus en plus forte, où notre attention est captée par de plus en plus d'informations, de manière de plus en plus anarchique, et dans cet environnement-là, sommes-nous réellement libres des actes que nous posons? On pourrait dire il y a notre attention, qui est souvent volée. De l'attention, nous posons des choix. De ces choix, il y a des comportements qui découlent. Et de ces comportements, nous avons des résultats. Et ces résultats emmènent certaines personnes en prison, peut-être. Mais la prison, c'est aussi toutes les prisons intérieures. Les prisons de nos têtes, les prisons de nos cœurs, dans lesquelles nous pouvons nous retrouver enfermés. Et la question, c'est dans un monde tellement parfois compliqué, où est notre part de réelle liberté ? Où se trouve-t-elle? Et pouvons-nous cultiver cette part de liberté? On pourrait imaginer qu'on est un peu comme sur un bateau, nous tous. Le bateau de votre organisation, le bateau de votre famille, le bateau de vos amis. Et sur ce bateau, alors que quand voilà, la mer se déchaîne, que les vents soufflent, quelles sont les conditions qui nous permettront d'avoir un peu de liberté? Alors j'ai emprunté certains objets. Le premier, ce sont les lunettes de Yves. Et la question, c'est vous, un homme, une femme capitaine sur ce bateau, il est important que vous puissiez avoir un regard clair sur les choses, un regard lucide. Ce que vous voyez, parce qu'il y a des choses qu'on peut regarder, par exemple, les nuages ou les étoiles sont autant d'informations qui pour un marin ou une marin, sont importantes. Et donc, le seul problème, c'est que bien souvent, les pensées qui nous viennent, donc il nous vient des centaines ou des milliers de pensées tout le temps, et ces pensées-là, est-ce que c'est nous qui avons des pensées? Ou est-ce que ce sont les pensées qui, bien souvent, vont nous avoir? Et dans mon cas, moi, évidemment, je veux bien reconnaître que très longtemps dans ma vie, et toujours aujourd'hui, la lessiveuse qui tourne en mode souvent essorage à 10 000 tours minute, je suis souvent perdu dedans. Et plutôt que de regarder le monde, je regarde le monde au travers d'une paire de lunettes, celle de Yves. Et ce qui est terrible, c'est que je ne suis pas conscient de voir le monde au travers d'une paire de lunettes, que sont mes pensées, croyances, préjugés, constructions, en fait toute mon histoire, j'ai l'impression de voir le monde pour ce qu'il est.
Et au fond, je suis un peu comme cet homme qui habite au 3e étage d'une maison. Et tous les jours, il parle à sa femme, il l'interpelle, il regarde par la fenêtre les voisins du rez-de-chaussée qui ont un jardin, il leur dit « Mais tu as vu, chérie, nos voisins là en bas sont vraiment des gens crapuleux, sales. Le linge qu'il y a sur le fil est un linge sale. Alors pour mettre du linge sale sur un fil, il faut avoir l'intérieur de son cœur qui est sale. C'est pas possible. » Et il dit ça jour après jour. Jusqu'au jour où il arrive, il appelle sa femme, il dit « Écoute, il a dû arriver quelque chose. Le linge sur le fil, nos voisins, est éclatant. C'est très bizarre. » Et sa femme vient, elle dit « Chérie, c'est simplement que j'ai nettoyé nos fenêtres ce matin. » Et au fond, notre relation, elle est un peu comme ça. Nous regardons le monde au travers de nos constructions mentales, de nos pensées, et nous pensons que nous voyons le monde comme il est. Et la première qualité du leader, donc le leader qui a un esprit clair, qui voit le monde de manière claire, c'est être capable d'enlever ses lunettes pour regarder ses lunettes elles-mêmes. Et donc, c'est un peu comme si vous étiez un promeneur qui allait se baigner en dessous d'une cascade, et vous faisiez un pas en arrière, et vous pouviez regarder la cascade de vos propres pensées. En d'autres mots, c'est cesser d'être l'otage, c'est cesser de croire que ce que l'on pense est vrai. Donc, le fait de penser n'est pas un problème en soi, c'est le problème de ne pas savoir que nous pensons. Et c'est une des premières clés, la capacité à prendre de la distance, du recul par rapport à nos propres contenus mentaux, sur le bateau sur lequel on est. Mais ce n'est pas tout. Sur ce bateau-là, sur ce voyage dans notre bateau, notre entreprise, vont se lever des vents, parfois très violents, la météo change, et la plupart d'entre nous, ces émotions qui nous traversent, nous y sommes très peu attentifs. Et nous oublions, ceci, important, pour une dirigeante, un dirigeant, notre baromètre. Et le baromètre, qu'est-ce que c'est ? C'est cette capacité que nous pouvons cultiver à pouvoir observer notre météorologie intérieure. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nos émotions reconnues ou non reconnues vont influencer nos comportements. Ce sont les émotions qu'on n'a pas pu apprivoiser qui ont amené ces personnes en prison. Et d'ailleurs, à mon grand étonnement, lorsque j'ai parlé à tous ces détenus, je pensais qu'il y avait un cliché très communément répandu qui était « ils vont tous me dire vous savez, moi je suis là pour rien, je n'ai rien fait, c'est une erreur », quelque chose comme ça. Ils m'ont tous dit, avec leurs mots, la raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'à un moment de ma vie, il y a des émotions qui m'ont emporté, et puis je ne me suis pas contrôlé, j'ai fait quelque chose, et quelque chose que je sais qui n'est pas juste, et que je regrette. Et donc, nous, en tant que dirigeantes et que dirigeants, je suis certain que vous faites déjà cela, parce que aujourd'hui, il me paraît tellement bizarre que personnellement, j'ai vécu des années de ma vie sans m'arrêter tous les jours avec ceci. En m'arrêtant, en me disant, tiens, mais au fond, Ilios, qu'est-ce que tu vis maintenant à l'instant ? Quelle est la météorologie de tes états intérieurs ? Quels sont les sentiments que tu traverses ? Et comment te comportes-tu envers ces sentiments ? En d'autres mots, en tant que capitaine, c'est un grand mot, du bateau sur lequel tu es, on se rend compte assez rapidement que le vent, la direction du vent et la force du vent, on n'a aucun contrôle dessus. Nos sentiments, nos émotions arrivent, surgissent, durent un certain temps, et ce n'est pas comme s'ils nous demandaient l'autorisation. Parce que sinon, il n'y aurait personne de déprimé. L'anxiété ou la déprime n'est pas un invité qui toque à la porte en demandant « Es-tu d'accord que je vienne m'installer un peu chez toi ?» C'est quelque chose qui arrive, qui nous habite. Et donc, comme on n'a pas le choix, le seul choix qui nous reste, c'est comment allons-nous diriger nos voiles, en fait, pour nous diriger dans la bonne direction. Encore faut-il savoir qu'on a des voiles, encore faut-il connaître la vitesse et la force du vent. Et donc, cette idée de météorologie intérieure, c'est une invitation à faire de la place à nos sentiments, même les plus compliqués, même les plus difficiles, même ceux qu'on aime le moins, pour pouvoir les apprivoiser et d'un élément qui est quelque part une perturbation, vu comme une perturbation qui dérange nos vies, sans faire un allié, sans faire quelque chose qui vient informer de manière intelligente notre existence. Et surtout, et je reviens à nos amis qui se retrouvent en prison, lorsque nous commettons des actes que nous regrettons, c'est bien souvent qu'une émotion est apparue, déclenchée par l'environnement, donc il y a eu un stimulus qui a déclenché un sentiment, et que nous, plutôt que d'agir de manière juste en fonction du contexte et de nos valeurs, nous avons réagi par rapport à notre émotion, si vous voyez ce que je veux dire. C'est notre inconfort qui a décidé du comportement. Et si vous, en tant que dirigeant, une seule fois dans votre vie, vous vous êtes comporté de manière injuste envers un collaborateur,
où vous avez pris une décision qui était mauvaise pour vous, c'était très certainement parce qu'il y avait une émotion qui était là et que votre comportement a été une réaction. La réaction, qu'est-ce que c'est? C'est comme un thermostat qui est réglé par le passé, les conditionnements, et que l'environnement va activer, et à ce moment-là, nous réagissons. Alors qu'un dirigeant, une dirigeante davantage libre, c'est quelqu'un qui peut écouter ce qui se passe. Au moment où le sentiment arrive, nous l'identifions, nous le comprenons, nous l'apprivoisons, nous l'acceptons, mais le comportement n'est pas dirigé par ce sentiment-là. Et donc, plutôt que de réagir, nous pouvons avoir une réponse. Et la différence entre réagir et répondre, elle est là, simplement. Dans cette distance que l'on met, la réponse est une action choisie par rapport à ce qui est important pour nous, plutôt qu'une réaction conditionnée par notre passé. Donc voilà un autre élément qui me semblait important. Alors j'ai amené autre chose. Elle est moins jolie, mais j'ai amené ma boussole. Et il me semblait que... Il faut déjà savoir comment l'ouvrir, sa boussole. Important. La boussole. Que pour un dirigeant, c'est essentiel, non? Savoir dans quelle direction il va conduire son bateau. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui ou celle qui ne sait pas où il va ». Et au fond, quelle est la boussole pour le dirigeant et la dirigeante? En réalité, nos directions de vie sont étonnamment simplement la face opposée de nos émotions désagréables. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous vivons une émotion difficile, une anxiété, une peur, une colère, n'est-ce pas simplement un signal qui nous dit deux choses possibles? D'une part, il peut nous dire « tes besoins sont contrariés ». Ce qui est important pour toi en termes de besoins est menacé. C'est-à-dire, ton véhicule n'est pas en très bon état. Ton niveau de carburant est en train de baisser. Et donc, voilà une information importante. Le dirigeant qui n'écoute pas ses sentiments, qui ne prend pas soin de ces indicateurs-là, finit par avoir un véhicule en très mauvais état. Mais deuxième élément, lorsque nous ressentons une émotion désagréable, n'est-ce pas qu'il y a un indicateur, notre boussole, qui nous dit « tu n'es plus en train de te diriger dans la bonne direction. Donc, tu n'es plus en train de marcher en cohérence avec ce qu'on peut appeler tes valeurs. » Et donc, le fait d'écouter nos sentiments ouvre aussi le dirigeant à une écoute plus profonde, à ce qui est important pour lui, quelles sont les valeurs, les directions de vie choisies. Et donc ça lui permet d'être connecté à ce qui est important. Et évidemment, une fois qu'on a fait ce fil entre prendre de la distance par rapport à nos pensées, écouter cette météorologie de nos sentiments et en trouver de la liberté, être centré pour pouvoir avoir cette boussole de nos valeurs, la question, elle vient, qu'est-ce que je fais de mes mains? Qu'est-ce que je fais de mes jambes? Parce qu'en réalité, cette liberté-là, si je reprends le petit fil qui est attention, de notre attention, il y a des choix, de nos choix, il y a des comportements il y a des résultats. Et donc, si ce dirigeant, cette dirigeante peut mieux connaître son attention, peut mieux connaître les vents et toute cette météo, s'il peut vraiment choisir en connaissant la direction dans laquelle il peut aller, alors il est libre. Et cette liberté-là, je crois que pour moi, une des personnes qui en parle le mieux est un psychiatre juif autrichien qui s'appelait Viktor Frankl. Viktor Frankl est passé par les camps de concentration, alors il a une vie difficile, psychiatre, au moment de la montée du nazisme, il a vu ses droits se réduire, et donc en tant que médecin juif, il a pu à un moment uniquement soigner les juifs, et puis plus personne, et puis il a été enfermé, confiné dans un hôpital. Et à cette époque, les Américains offraient des visas, pas à n'importe qui, mais aux personnes qui avaient quelque chose à apporter à l'Amérique. Et Frankl, on lui propose un visa, et il réfléchit une nuit, il se dit, tiens, mais si je pars, ça me permettra de partager ce qui est important pour moi, mais je vais laisser mes parents âgés ici derrière moi. Et donc c'est une nuit importante où il est confronté à cette question centrale de quels sont ses sentiments qu'il traverse, mais qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, et quelle part de liberté il a pour choisir le choix qui va donner davantage de sens à son existence. Il décide de rester. Par la suite, il va être interné dans un camp, il va passer par 2 camps, et là, il y a un nouveau moment, alors peut-être que je ne le raconte pas exactement de la manière la plus fidèle, mais donc, comme je m'en souviens en tout cas, il est dans ce camp et il essaie de prendre soin des personnes qui sont là. Et à un moment, il y a une évasion qui se prépare, et on propose à Frankl d'en faire partie. Il accepte évidemment, et le soir venu, il va faire le tour des personnes qui sont là, voilà, toutes ces personnes dont il prend soin comme il peut. Il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, qui le regarde dans les yeux et qui lui dit « Je vois que toi aussi, tu m'abandonnes ». Et Frankl, à nouveau, ça le renvoie à son serment d'Hippocrate, et la même question qui s'offre à lui à ce moment-là, où est cette part de liberté, et quel est le choix juste que je vais faire? Et il reste. Alors évidemment, l'histoire finit bien, puisqu'il va survivre, une histoire terrible parce qu'il va apprendre en sortant que ses parents et sa femme ont été assassinés,
Et pourtant, Frankl va avoir une vie qui va être une vie belle, une vie utile, et une vie apparemment qui a été heureuse. Et en parlant de ça, Frankl disait, entre le stimulus, qui est le cri du capot dans le camp de concentration, qui est toutes ces émotions d'anxiété, de terreur qui peuvent nous traverser, entre le stimulus et la réponse, qui est notre comportement, nous pouvons construire un espace. Cet espace, c'est la liberté. Et cette liberté-là, personne ne peut nous l'enlever. Et cette phrase-là, je m'en souviens toujours en me disant que si même dans l'endroit le plus horrible qu'on puisse imaginer au monde, on peut construire avec lucidité un espace de liberté, eh bien, est-ce que ce n'est pas possible aussi dans ma petite vie, avec les petits problèmes de train en retard, d'hôtel qui n'est pas à l'endroit où je pensais, et tout ce qui peut m'arriver dans une vie normale. Et Frankl rajoutait aussi, il disait, cette question du sens qui est centrale dans la vie, oui, j'imagine qu'on me dira quand il me restera plus que 3 minutes pour me prévenir. Bon, tant qu'on ne me prévient pas, c'est que c'est bon. Il disait, le sens n'est pas quelque chose qui nous est donné, donc prévenez-moi 3 minutes avant pour que je puisse conclure. Apparemment, vous avez déjà dépassé. Ah oui. Je suis désolée. Donc je reviens 3 minutes en arrière. Frankl disait, le sens n'est pas quelque chose qui est donné, et il disait, ne demande pas à la vie le sens qu'elle a pour toi. Mais imagine que c'est la vie qui t'interroge à chaque heure et à chaque seconde, et qu'elle te dit quel sens peux-tu donner à l'existence. Ça a été piqué par Kennedy, je pense, dans un discours. Et il disait, il y a 3 pistes, et pour les donner, je vais ralentir encore, parce que si j'ai 2 minutes, ce sera les 3 qui me restent, il devient urgent de ralentir, sinon vous ne comprendrez plus rien. La première piste, c'est ce que Frankl a vécu, c'est comment je fais face à un sort inévitable, moi dans un camp, une maladie, une difficulté, même au niveau des finances de mon organisation, le contexte économique qui change, je n'y peux rien. Deuxième possibilité, c'est mon œuvre, donc c'est ce que vous faites vous en tant que dirigeant, comment vous incarnez vos valeurs dans votre travail. Et la troisième, ce sont les relations. C'est comment est-ce que je peux aimer mes amis, ma famille, mes employés, mes enfants, et comment j'incarne ça dans les relations. Je fais un tour, et je termine là-dessus, puisque il fallait que je termine. Est-ce qu'on peut venir au l'avant-dernier slide? Encore plus loin. Oui. Tiens, on peut montrer celui-là. On peut le montrer en grand, peut-être? Alors, peut-être qu'il apparaît en... Ah, il apparaît en grand, quelque part ici. Alors, la photo que vous voyez, c'est celle de ma petite fille. Et la conclusion que je vais vous donner, dont j'avais parlé avec Yves, mais voilà, c'est cette ouverture au travers de cet accueil de nos pensées, sentiments et ainsi de suite, elle nous amène à accueillir notre vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, plutôt qu'être vue comme une faiblesse, c'est justement le contraire, c'est cette totale ouverture à tout ce qui nous traverse, nous rend tout à fait invulnérables. Parce que ça construit une confiance qui est enracinée profondément dans notre expérience, plutôt qu'une confiance qui serait enracinée dans le retour du regard des autres. Et pour moi, l'arrivée de ma fille a été un bouleversement pour ça, parce que pour ceux d'entre nous qui ont été un enfant un jour, certains parmi nous, ou celles et ceux d'entre nous qui ont tenu un enfant dans les bras, est-ce que ce n'est pas tenir un tout petit enfant dans les bras, avoir dans ses bras une totale vulnérabilité, doublée d'une totale confiance? Et je crois que c'est ce que nous pouvons tous retrouver lorsque nous nous déposons, ce sentiment d'ouverture à notre propre beauté intérieure et à celle du monde. Et je retourne sur la prison, et puis on peut passer le slide suivant pour ma conclusion. Il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, j'étais pour une session en prison, et ce qu'on ne voit pas ici, c'est que sur la quinzaine de personnes qui étaient là, il y avait 7 membres du personnel et 7 personnes qui avaient commis des choses qui les avaient emmenés là assez graves. Et nous étions tous assis mélangés, il n'y avait pas de gardien avec une arme pour nous surveiller, il y a une caméra bien sûr, et nous étions assis dans un travail d'attention qui nous permettait de partager notre commune humanité. Il ne s'agit pas d'oublier quoi que ce soit de ce qui a été fait là, mais il s'agit d'être assis dans une dimension qui est davantage dans ce qui nous rassemble, dans ce qui nous connecte, que dans ce qui nous sépare. Et peut-être que la guérison du monde, elle vient de là. Elle vient de pouvoir se relier davantage à cette dimension-là, si c'était possible. Et avec cette association qui s'appelle Émergence, qui a été créée il y a 9 ans, alors on a différents projets. Yves avait dit que je pouvais en dire un petit mot, donc ça va être sur les 30 dernières secondes. Et donc le projet qu'on défend, c'est vraiment ce lien qu'il y a entre transformation personnelle, la transition intérieure du dirigeant, comment le dirigeant prend soin de lui-même, et la transformation du monde. Et donc les conférences qu'on organise une fois par an, ça sera la 10e année, tout le produit et tous les revenus sont dédiés à des projets de solidarité. Et un des projets qui me paraissait particulièrement important, c'était celui-là. Parce que
ces hommes et ces femmes qui sont derrière les barreaux, eh bien, quelque part, l'enfermement qu'ils ont vécu, c'est celui que moi je vis aussi. Seulement que le contexte de leur vie les a amenés à faire des choses peut-être plus graves. Et que si moi je peux participer même très modestement, à que ce contexte-là devienne un contexte qui ouvre peut-être un peu plus, qui connecte un peu plus, qui guérit un peu plus, peut-être que j'aurais participé peut-être à un monde meilleur. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir grâce à vous qui êtes ici, cette nuit d'entreprise positive, qui montre que le monde ne va pas si mal que ce que l'on raconte. Et le dernier point qui me donne de l'espoir, c'est par rapport un truc très très actuel et important, c'est par rapport aux réfugiés. Vous savez que c'est un problème très important, les réfugiés. À Bruxelles, on a un parc qui s'appelle le parc Maximilien, où vont échouer ces personnes qui ont pour seul tort d'avoir pas le bon papier qui leur ouvre des droits que moi j'ai, en tout cas par rapport à moi. Et aujourd'hui, à Bruxelles, il y a, et ça arrive dans les villes françaises aussi, mais je parle de ce que je connais mieux, il y a un groupe Facebook fermé qui sert à reloger ces personnes dans le parc. Il y a aujourd'hui 17 000 citoyens qui, d'eux-mêmes, de manière auto-organisée, font en sorte que plus aucun enfant, plus aucune femme ne dort la nuit dehors. Et il y a très rarement même des hommes aujourd'hui qui dorment dehors. Et donc je pense que cette intelligence collective qui vient de chacune d'entre nous, c'est celle qui va nous permettre de sauver le monde. Et je pense que chacune d'entre vous, à partir d'un monde tellement important, celui de l'entreprise, vous faites partie de ce monde plus chaleureux. Merci Yves de m'avoir invité à ça. Je suis très privilégié d'être là. Merci à vous tous et à vous toutes d'être une partie de cette très belle solution d'un monde qui arrive. Merci.